Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à une nouvelle capsule d'ADN-GN. Mon nom est Guillaume Bellil, organisateur de l'Enclave, et aujourd'hui on va s'intéresser au concept d'imaginer, comme dans imaginer un personnage. Pour ce faire, on va parler de la théorie des 4 clés, qui va nous permettre de mieux comprendre ce qu'est un GN fondamentalement, et par la suite de faire des personnages qui vont bien se prêter à ce médium-là. Le jeu de rôle, ou à une plus grande extension, le jeu de rôle grandeur nature, est un magnifique terreau pour l'imagination. En partant d'une page blanche, les participants et les participantes peuvent créer un personnage de toute pièce, imaginer pour lui une panoplie de considérations, une panoplie de détails qui vont permettre éventuellement de le faire vivre, que ce soit les vices, les vertus, son passé, des anecdotes, ses ambitions, ses objectifs futurs, son réseau d'amitié, etc. On part de rien, et on tente de donner chair, de donner corps à un personnage qu'on va faire vivre dans le cadre de diverses aventures. Dans le passé, il y a une panoplie de guides, que ce soit vidéo, que ce soit écrit, qui ont été réalisés afin de vous aider à créer un personnage. Notre but dans cette capsule-ci, c'est pas de vous aider à créer un personnage dans tous les détails ou de recréer ce processus-là qui a été fait dans plusieurs autres capsules. On va plutôt y aller dans des affirmations, dans des considérations qui sont beaucoup plus fondamentales et qui touchent l'essence même des GN. Effectivement, la plupart des conseils qu'on pourrait vous donner sont difficilement applicables à l'entièreté des jeux de rôle grandeur nature. En fonction de leur couleur, de leur esthétique, souvent certains conseils vont devenir complètement désuets, tandis que d'autres vont prendre tout leur sens. Par exemple, la notion de vice et vertu qu'on suggère souvent dans des guides de création de personnages va être tout à fait différente en fonction du GN dans lequel vous allez vous rendre. Dans un GN médiéval fantastique classique, la notion de vertu, qui va souvent être davantage liée au bien, si on peut dire, donc à la générosité, l'altruisme, toutes ces considérations-là, va être très très différente de celle de, par exemple, dans un GN de Vampire la Mascarade, où une vertu touche davantage la qualité intellectuelle ou encore la capacité à manipuler les gens. De la même manière, l'accent mis sur certaines compétences ou aptitudes de votre personnage va hautement varier en fonction du GN dans lequel vous allez. Par exemple, dans certains GN, vous allez pouvoir incarner un barde et utiliser ses habiletés, même si vous n'êtes pas véritablement un musicien. Tandis que dans d'autres, vous allez obligatoirement devoir maîtriser un instrument de musique. Dans cette optique-là, il faut s'extraire de ces considérations très très circonstancielles-là pour s'intéresser à ce qui est fondamental dans un jeu de rôle grandeur nature. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que le jeu de rôle grandeur nature, c'est un médium, au même titre que n'importe quelle autre forme d'art. Par exemple, le théâtre, le cinéma, la littérature, etc. Le jeu de rôle grandeur nature va obéir à certaines règles, à certains fonctionnements, certains processus pour transmettre une histoire et un message. Et ces règles-là vont varier d'un médium à un autre. On ne peut pas appliquer les mêmes règles, les mêmes mécanismes de création d'un personnage en jeu de rôle grandeur nature qu'on le fait à l'intérieur du théâtre, de la littérature ou encore du cinéma. Les cas de ça sont vraiment assez faciles à voir. Par exemple, au cinéma, on peut faire du montage. On peut couper des scènes qu'on estime moins bonnes afin d'en conserver des meilleures, ou même de répéter la scène indéfiniment, des centaines de fois s'il faut. Tandis qu'en GN, on fonctionne sur le coup d'improvisation. Au théâtre, c'est la même chose. Les personnages obéissent à un script, ce qui fait en sorte que les dialogues, les monologues ont l'air de couler de source, ce qui est souvent moins le cas en jeu de rôle grandeur nature. Dans un roman, c'est encore une fois le même problème. Les personnages sont créés afin de s'intégrer à un univers qui existe pour eux, afin de construire une aventure, une histoire qui vise à les mettre en valeur, à les mettre en relief. C'est pas le cas dans un jeu de rôle grandeur nature. Dans un GN, vous arrivez avec votre personnage dans un univers qui est bien souvent préexistant à vous. C'est donc normal que tout le monde n'arrête pas sa vie pour s'occuper de vous spécifiquement. C'est à vous de créer votre personnage en fonction de ce que sera le GN qui se propose à vous. Tout comme il est possible qu'un réalisateur échoue à adapter le récit d'un roman à un film ou au cinéma, c'est tout à fait possible que vous échouiez à adapter votre personnage, votre concept imaginé, à un jeu de rôle grandeur nature que vous souhaitez intégrer. Donc, qu'est-ce qui caractérise le jeu de rôle grandeur nature en lui-même? Évidemment, il peut y avoir une multitude de théories, de concepts qui vont se compléter, se confronter afin de répondre à cette question-là. Dans le cadre de cette capsule-ci, on va utiliser la théorie des 4 clés. Une clé, c'est quelque chose qui ouvre une porte. Une porte étant un canal de communication entre l'organisation d'un GN et ses participants. Grâce à ces canaux de communication-là,
L'organisation d'un GN va pouvoir, entre autres choses, transmettre un message, transmettre une histoire, ou même stimuler des sentiments, des émotions chez ses participants. À l'inverse, grâce à ces clés-là, les participants vont pouvoir mieux reconnaître et mieux connaître ce que l'organisation d'un GN propose. C'est quoi sa proposition de GN? Donc, par exemple, son histoire, son système de règles, la manière dont tout ça s'agence entre elles, et bien sûr, sa couleur, sa proposition artistique. En fonction des jeux de rôle grandeur nature, l'accent mis sur chacune des clés va varier. Certaines vont en prioriser une plutôt qu'une autre, mais dans tous les cas, dans chaque GN, on va trouver ces 4 clés-là. Si jamais on ne trouve pas les 4, c'est peut-être qu'on n'a pas à faire un jeu de rôle grandeur nature, ce qui n'est pas un mal. Évidemment, on peut s'amuser quand même dans d'autres formes d'activité. Par contre, les astuces qu'on va vous donner afin de créer un personnage, si vous tentez d'intégrer un événement de ce type-là, ils risquent de très mal s'appliquer. Par conséquent, dans les minutes qui vont suivre, je vais vous parler de ces 4 clés-là et de la manière dont vous pouvez les interpréter afin de vous poser des questions qui vont vous aider à créer un personnage. Ce personnage-là, à ce moment-là, va être vivant, va pouvoir s'intégrer rapidement au jeu. Donc, quelles sont ces clés? Nous avons la clé sociale, la clé tactique, la clé morale et la clé esthétique. Débutons immédiatement avec la clé sociale. Le GN est d'abord et avant tout un événement social. Évidemment, vous pourrez avoir à l'intérieur de cet événement-là des périodes plus solitaires, mais fondamentalement, vous devrez entrer en interaction avec d'autres individus, avec d'autres participants, d'autres participantes qui incarnent des personnages, afin de créer une histoire, afin de réaliser des défis, afin de faire vivre des dilemmes moraux, qu'importe, mais vous devrez le faire tous ensemble. Donc, au cœur de la clé sociale du GN se trouve le concept de connivence, que ce soit par le biais de compétition ou de collaboration. Vos personnages vont devoir discuter, échanger, négocier entre eux, combattre entre eux, afin d'en arriver à leur fin, afin de trouver leur plaisir à l'intérieur du jeu. Donc, vous devrez vous extraire, vous, en tant que participant, participante de votre personnage, pour apprendre à vivre une expérience sociale avec d'autres. Lorsque vous allez créer votre personnage, une première question extrêmement efficace peut être posée. Comment est-ce que mon personnage va interagir avec les autres autour de lui? Ça va être quoi les perches qu'il va utiliser afin d'entrer en contact avec autrui? Ces perches-là peuvent être diverses. Ça peut être une passion, ça peut être des objectifs, ça peut être un problème personnel à résoudre. Dans tous les cas, vous devez imaginer comment votre personnage va aller vers l'autre. Comment est-ce qu'il va établir des contacts avec l'autre? Ce qui signifie que si, à votre création de personnage, vous avez la brillante idée de créer un personnage asocial, ou encore extrêmement réservé, eh bien, vous devriez d'emblée changer d'idée. Tout comme dans la vraie vie, il va être extrêmement rare que quelqu'un vienne vous voir sur un banc de parc en solitaire afin de commencer à vous parler de ses passions personnelles. Dans un jeu de rôle grandeur nature, eh bien, il faut que chacun fasse sa part du travail pour aller vers l'autre, pour construire quelque chose. Sinon, il est fort possible que vous restiez tout seul, à côté de votre feu, à manger vos guimauves ou vos saucisses. Toutefois, ça ne veut pas dire qu'un personnage asocial ou timide est absolument impossible en GN. Ça veut simplement dire que cet aspect-là ne doit pas être au cœur du personnage, qu'il ne doit pas définir l'entièreté de son comportement. Si vous êtes timide ou asocial, ayez tout de même une passion parallèle qui va vous permettre éventuellement de sortir de ce caractère solitaire-là pour aller vers l'autre. Imaginons par exemple un bibliothécaire extrêmement timide, mais qui, lorsqu'on lui parle d'encyclopédie, devient complètement volubile et sort totalement de sa zone de confort pour aller vers l'autre et commencer à jaser pendant des heures de ce qui l'anime. Une astuce souvent utilisée à l'intérieur des jeux de rôle grandeur nature pour faciliter le processus de socialisation est la création de liens antérieurs à l'intégration du jeu. Votre personnage, avant d'entrer en jeu, avant d'entrer en salle ou sur le terrain de jeu, était quelqu'un. Il avait une vie. Il y avait des liens avec d'autres individus, il y entrait en interaction. Donc un processus intéressant peut être d'entrer en contact déjà avec des joueurs ou des joueuses qui fréquentent le GN afin de créer des liens préalables avec eux. Par exemple, vos deux personnages auraient pu fréquenter l'académie militaire ensemble. Ou encore se compétitionner l'un l'autre sur une vente de bateaux précédente en tant que marchand. Ou même avoir fait des recherches en tant que bibliothécaire dans une même bibliothèque en quelque part dans le pays. Les liens qu'on va créer peuvent être autant positifs, donc des relations d'amitié, des relations de sympathie, qu'ils peuvent être négatifs. Donc à ce moment-là, vous allez déjà arriver en jeu avec des adversaires à confronter, ce qui ne veut pas nécessairement dire des individus à tuer. On se met ça au clair. Construire des liens préalables à votre entrée en jeu est extrêmement efficace comme outil.
En somme, on ne peut pas créer un concept de personnage en vase clos. On ne peut pas s'imaginer se mettre devant une feuille blanche et imaginer n'importe quoi et que les gens vont l'accepter sans même poser de questions. Les gens n'iront pas à votre rencontre naturellement, ou la majorité des gens ne le feront pas naturellement. Vous devez donc imaginer un concept qui va vous permettre d'aller à la rencontre des autres pour pouvoir créer quelque chose d'intéressant et surtout d'utilisable, d'utile en GN. Vous devez vous intéresser au maximum aux dynamiques préalablement présentes à l'intérieur du GN pour vous y intégrer efficacement. C'est à ce moment-là que vous allez créer un personnage qui va être apprécié et que vous-même serez aussi apprécié et trouverez votre plaisir. Le jeu tactique est souvent mal perçu à l'intérieur du jeu de rôle grandeur nature, parce qu'on va souvent l'assimiler à un jeu pratiquement proche du jeu vidéo, donc où des individus vont, par exemple le célèbre guerrier barbare qui a juste comme objectif de massacrer absolument tout ce qu'il croise pour avoir des trésors, tout en se moquant éperdument de l'histoire derrière ces trésors-là. S'il y a des liens, évidemment, entre le jeu tactique et cette façon de faire-là, ça ne se résume pas à ça. Donc, qu'est-ce que la clé tactique? La clé tactique, c'est lorsqu'une instance, que ce soit le maître de jeu, les personnages ou même l'univers de jeu en lui-même, propose au personnage un défi à surmonter. S'il parvient à surmonter ce défi-là, le personnage va obtenir en échange une récompense. Bien sûr, la récompense n'est pas nécessairement toujours matérielle. Ce n'est pas nécessairement une richesse ou même un trésor à proprement parler. Ça peut aussi être tout simplement le sentiment de fierté d'être parvenu à surmonter le défi en question. Le jeu tactique ne se résume pas donc simplement à des affrontements entre des statistiques, des fiches de personnages, des chiffres, etc., ou des combats. Ça peut être aussi le fait de résoudre une enquête. Ça peut être le fait l'idée de mener une joute oratoire lors d'une assemblée publique. Ça peut même être de réussir à organiser une fête afin de célébrer un mariage. L'important, c'est que le jeu tactique est basé sur l'idée de relever un défi que vous vous êtes imposé à vous-même ou que les autres vous ont imposé ou proposé, et que vous ressentiez un sentiment de fierté après avoir réussi à résoudre ce défi-là. Le jeu tactique va être donc extrêmement efficace pour dynamiser le jeu. En fonctionnant sur l'idée de défi à surmonter apportant une fierté, on amène les gens à se dépasser, à bouger, à s'activer. Donc lorsque vous allez créer votre personnage, d'emblée vous pouvez vous questionner sur qu'est-ce qui va le mettre en mouvement. Autrement dit, quel est le moteur de votre personnage? Ici, il convient de distinguer deux concepts, deux notions. D'un côté, la notion de moteur et de l'autre, celle d'objectif. Un objectif, c'est quelque chose d'extrêmement circonstanciel. Un objectif a un début et une fin. Vous vous trouvez à une certaine position au début, vous vous donnez l'objectif et vous tentez d'en arriver à une nouvelle position. Par exemple, un objectif en tant que personnage pourrait être d'acheter une épée magique ou encore d'acquérir un prestigieux manoir. Mais une fois que cet objectif-là est résolu, qu'est-ce qui vous reste? Vous avez votre épée magique, vous avez votre manoir, votre personnage est terminé? Non, pas nécessairement. C'est là que la notion de moteur entre en jeu. Un moteur, c'est une force profonde. C'est quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant et qui donne une cohérence à votre personnage, une cohérence entre ces divers objectifs. C'est une force, une énergie qui va lui permettre d'interpréter les différentes propositions qu'on lui donne afin de toujours les résoudre d'une manière cohérente. Par exemple, derrière le fait de vouloir acheter une épée magique, il y a peut-être un moteur beaucoup plus profond chez votre personnage qui est un instinct, un désir de domination de l'autre, donc un désir de victoire. Donc, une fois qu'il va avoir acheté son épée magique, la soif de domination ne disparaîtra pas. Au contraire, peut-être que votre personnage va désormais vouloir avoir une armure magique, ou peut-être qu'il va vouloir utiliser cette épée magique-là pour tabasser quelqu'un. De la même manière, une fois que vous allez avoir votre manoir, quel est le moteur derrière son acquisition? Eh bien, peut-être est-ce le désir de prestige, le désir de gloire, de reconnaissance d'autrui. Donc, une fois qu'il va être à l'intérieur du manoir, peut-être qu'il va vouloir acquérir davantage de peintures rares afin de pouvoir flasher aux yeux du monde. Peut-être qu'il va vouloir organiser des bals afin de faire voir son manoir à tout le monde. Le moteur ne se résout pas. Le moteur est toujours présent, peu importe l'objectif, et ne fait que dynamiser votre personnage. Évidemment, on a tendance à voir les moteurs comme quelque chose d'extrinsèque à votre personnage. Donc, par exemple, l'acquisition de richesse, l'acquisition de gloire, même l'hédonisme d'une certaine façon, donc vouloir ressentir des sentiments raffinés. Pourtant, le personnage et son moteur peuvent être aussi intérieurs. Par exemple, vous pourriez partir d'un personnage qui est initialement lâche, et son moteur, c'est de se transformer afin de devenir courageux éventuellement.
en jouant sur la moralité interne de votre personnage, vous allez évoluer, vous allez changer. Et ça va être un jeu extrêmement riche. Si vous réussissez à faire ça, non seulement vous allez vivre une nouvelle expérience en tant que rôliste, mais encore une fois, vous allez peut-être surmonter un défi. De la même manière, le moteur de personnage n'est pas nécessairement quelque chose de positif. Ça peut être au contraire une proposition qui vise à explorer la déchéance d'un individu, d'un personnage. Vous pourriez être sur une longue lancée autodestructrice. Donc ce moteur-là pourrait être autant pacifique que belliqueux, charmant que hideux. L'important, c'est qu'il y ait une progression, c'est que ça vous pousse à vous dépasser, à aller vers l'avant. Et cet avant-là peut être l'exploration des limbes les plus profondes de la psyché humaine. Qui sait, si c'est ce que vous désirez. Dans tous les cas, lorsque vous allez ressortir du GN que vous fréquentez, vous allez ressentir une certaine satisfaction, une certaine fierté d'avoir réussi à explorer ces domaines-là encore inexplorés. Derrière tout ça, il ne faut jamais oublier que le jeu de rôle grandeur nature ne vise pas à gagner, à proprement parler. Satisfaire des objectifs et en éprouver une fierté ne veut pas dire gagner. Ça veut dire atteindre ces objectifs. Les objectifs que votre moteur vous a proposés. Donc si ces moteurs, ces objectifs-là, vous poussent à explorer les tréfonds de la psychologie humaine, tant mieux. Parfois, il peut même être plus satisfaisant de vivre une défaite qui est télégraphiée, qui est prévue à l'avance d'une certaine façon, qui est envisagée, que d'enchaîner les victoires et les victoires constamment. Le drame est aussi plaisant que la comédie, que la victoire, que le côté épique des choses. Néanmoins, en terminant sur cet aspect tactique-là, vous pouvez, lors de la création de vos personnages, déjà vous fixer 1, 2, 3, quelques petits objectifs à atteindre à votre entrée en jeu. N'arrivez pas à l'intérieur d'un jeu de rôle grandeur nature avec un personnage qui n'a absolument aucune ambition, qui n'a rien à faire. Sinon, c'est sûr que vous allez vous ennuyer pendant un bref ou un très long moment, voire même vous ne reviendrez plus au GN en question. Essayez d'examiner un peu ce que le GN vous offre, ce que la communauté vous offre, donnez-vous des petits objectifs. Par exemple, ça pourrait être d'aller à la rencontre d'un dignitaire important pour avoir une discussion avec lui. Ça pourrait être de suivre un cours de la part d'un personnage, d'un professeur reconnu. Ça pourrait être d'explorer la zone de jeu, tout simplement. Ça pourrait même être d'aller festoyer avec quelqu'un, de vous trouver un groupe pour aller fêter directement en commençant votre jeu. En somme, en se donnant quelques petits objectifs de base comme ça, qui sont cohérents avec votre moteur et qui sont eux-mêmes intégrés à la structure générale de votre personnage, donc qui sont cohérents en général, vous allez pouvoir entrer en jeu beaucoup plus rapidement et entrer en contact avec les autres, relever des défis et donc vous amuser beaucoup plus tôt que si vous ne l'aviez pas fait. La clé morale dans un GN repose sur un jeu articulé autour de discussions philosophiques, de considérations éthiques, d'évaluation de certains dilemmes moraux qui sont proposés aux personnages. Le mot-clé ici, c'est vraiment dilemme. Un dilemme, c'est fondé d'abord et avant tout sur la liberté de choix, la liberté de choisir d'un personnage. Il ne s'agit pas ici de maximiser sa réflexion. Il s'agit de prendre une position dans un enjeu où aucune position n'est meilleure qu'une autre. Si jamais il y a une voie déjà toute tracée afin de l'emporter, supposons, alors à ce moment-là, on va parler davantage d'un jeu tactique, où il y a un défi à relever afin de maximiser son action pour en arriver à un objectif. Ici, ce qu'on apprécie, c'est plutôt le fait de vivre le déchirement intérieur entre deux positions qui, en situation normale, seraient tout à fait valables, seraient tout à fait désirables. C'est dans le fait de peser chaque possibilité qui s'offre à lui que votre personnage va vivre un enjeu moral, va vivre un dilemme. Donc déjà, on peut exemplifier le tout. Supposons que dans un GN, vous incarnez un paysan et que soudainement une guerre est déclenchée. Dans le cas de cette guerre, le roi décide de vous conscrire en tant que soldat. Vous, en tant que paysan qui avez une famille à nourrir, vous trouvez donc face à un dilemme moral. D'un côté, on a la fierté, le patriotisme, le désir d'aller combattre l'ennemi à la guerre, parce que vous êtes quelqu'un de vraiment fier de son pays, de sa patrie. D'un autre côté, on a le désir de rester à la maison afin de protéger sa famille. Qu'est-ce qui va l'emporter entre l'amour de sa patrie, le patriotisme, et l'amour de sa famille de l'autre côté? Quelle est la bonne réponse? Eh bien, il n'y en a pas a priori. Tout dépend de la manière dont vous souhaitez le vivre, de la manière dont vous avez construit votre personnage et de la manière dont vous souhaitez éprouver ce déchirement moral-là. Ce sera différent, par exemple, d'un personnage qui, admettons, encore une fois, est un paysan dans un village, se fait conscrire, et pour lui, il n'y a aucune réflexion à y avoir, il doit aller combattre. À ce moment-là, sa quête ne sera pas de se demander dois-je ou non aller à la guerre, ce sera plutôt un processus de maximisation de son efficacité pour aller à la guerre. Donc, vous pourrez se demander, par exemple, quel est le meilleur moyen de servir sous les ordres du meilleur général ou d'aller combattre les ennemis les plus dangereux possibles. Donc, à ce moment-là, on va être davantage dans un concept tactique.
Le jeu moral est extrêmement difficile à apporter en jeu, de manière rapide. On ne peut pas arriver comme ça sur un plateau d'argent et dire « voici un dilemme moral, maintenant souffrez intérieurement à le résoudre ». Il faut construire le dilemme moral. Et c'est pourquoi, lorsque vous concevez votre personnage, si vous d'emblée vous avez intégré à l'intérieur de celui-ci des considérations morales, donc des potentiels déchirements à venir, eh bien ça va être beaucoup plus facile de le vivre. Cependant, avant tout cela, vous devez vous poser une question bien personnelle. Quelles sont vos propres limites morales? Jusqu'où vous souhaitez jouer ce jeu-là? Parce qu'il est possible que vous ne souhaitiez pas jouer le jeu moral ou que vous souhaitiez le garder à son minimum. Certains rôlistes ne veulent pas jouer ça, que ce soit pour des raisons personnelles, parce que ça les met face à des questions qu'ils préfèrent ne pas aborder, ou encore tout simplement parce que pour eux, le jeu doit demeurer un jeu et qu'ils ne voient rien d'intéressant à se déchirer intérieurement comme ça. Eh bien, il est possible qu'on ne veuille pas jouer les dilemmes moraux. Dans un tel cas, évitez-les lors de la conception de votre personnage. Ne les intégrez pas dans son historique. À ce moment-là, vous allez fermer des portes qui vont vous éviter de jouer ce jeu-là. Il peut y avoir certaines astuces pour ça. Par exemple, créer des personnages un peu plus zélotes, un peu plus fervents dans leur position, dans leur croyance, dans les idéologies. Des personnages qui ne se remettent pas en question, qui n'ont que peu de contradictions internes. Par exemple, un marchand qui est au service d'une nation pour s'enrichir, et pour lui c'est clair, l'enrichissement est ce qu'il y a de plus important. Donc, même s'il peut y avoir des morts, des souffrances, qu'importe, ce n'est pas ça qu'il pense. Ou encore un soldat au service de sa patrie, comme je mentionnais tantôt, ou au service de son armée, tout simplement, de son régiment. De la même manière, on peut aussi privilégier l'inverse. Quelqu'un avec une moralité extrêmement flexible. Donc, quelqu'un pour qui passer du chaud au froid ne causera pas problème. Donc, quelqu'un qui ne vit pas pleinement les dilemmes moraux, mais qui se contente de vivre sa vie de manière très volage, disons. Dans tous les cas, il y a plein de manières d'éviter les dilemmes moraux, mais il faut y penser avant et ne pas les insérer dans l'historique de votre personnage. Toutefois, si vous souhaitez entrer dans la valse du jeu moral, eh bien, intégrez inversement ces notions-là, ces déchirements, ces dilemmes éthiques-là, dans votre personnage, dans son historique, qu'il peut s'agir d'un souvenir traumatisant, il peut s'agir d'une contradiction personnelle, il peut s'agir d'une faille dans son armure, d'une faille dans sa réflexion, dans ses convictions. Il y a une multitude de possibilités. Essayez de cibler les enjeux que vous souhaiteriez jouer et tentez de vraiment les insérer de manière très subtile à l'intérieur du background de votre personnage. N'arrivez pas évidemment en jeu en criant à tout le monde que vous êtes un individu traumatisé. C'est pas ça le but. Le but, c'est que ce soit présent sur le fond, en arrière-fond de votre historique, pour qu'éventuellement ça ressorte aux moments cruciaux pour vivre ces enjeux-là. Et surtout, ne lésinez pas sur les failles. Plus votre personnage est faillible, plus il est contradictoire, plus il sera intéressant à explorer pour toutes ces contradictions-là. Par exemple, soyez à l'image de Jean-Jacques Rousseau, le philosophe, qui a abandonné ses 5 enfants à l'hospice, tout en écrivant un essai sur l'éducation de l'enfance. Vos faiblesses dans votre argumentaire ou dans votre psyché seront des braises qui vont littéralement enflammer tous ces dilemmes moraux-là que vous pourrez rencontrer, qui vous permettront de les saisir en pleine main. Une autre question à se poser pour bien utiliser la clé morale pour intégrer un GN, c'est de se questionner sur la fin du personnage que vous êtes en train de créer. Comment est-ce qu'il va mourir? Comment est-ce qu'il va se retirer de l'univers, que ce soit mérité ou non? Ça peut sembler un peu paradoxal de déjà réfléchir à cette question-là, donc on n'a même pas encore commencé à jouer, on se questionne déjà sur comment est-ce que ça va se terminer, mais la manière dont vous prévoyez mourir, dont vous prévoyez vous retirer, finir vos jours, va déterminer la manière dont vous vivez pleinement à chaque jour. Ça va déterminer par exemple à qui il va s'associer, à qui il va s'opposer, sur quels idéaux il va refuser de se compromettre, il va refuser de faire un compromis. Ça va déterminer aussi son degré de tolérance au risque. Ça va véritablement envelopper votre personnage de considérations morales. Lorsqu'on connaît sa fin, on sait ce qu'on est prêt à accepter ou non, et on peut le vivre pleinement et faire des choix qui vont être déchirants. Par ailleurs, sur une note un peu plus psychologique, disons, se préparer à la mort ou à la fin d'un personnage est extrêmement important. Peu importe la relation que vous entretenez avec des personnages, qu'elle soit assez superficielle ou qu'elle soit extrêmement intime, extrêmement profonde, il va nécessairement y avoir un deuil, petit ou grand. Le deuil va être vécu de différentes manières chez les gens et pourrait entraîner des réactions parfois négatives. Donc que ce soit en cherchant par exemple des boucs émissaires pour justifier la mort de son personnage ou en s'apitoyant sur son sort, en regrettant de ne pas avoir vécu toutes les scènes qu'on aurait voulu vivre. En ayant déjà dans l'esprit la finalité de son personnage, le fait qu'un jour on va devoir en faire un deuil, on permet d'adoucir le moment où ce deuil-là va arriver afin que la transition se fasse de manière la plus fluide, la plus douce possible. En réfléchissant à la fin de son personnage, on évite aussi l'écueil de certaines œuvres narratives, disons.
où le personnage ou l'histoire elle-même tendent à aller trop loin, à se poursuivre au-delà de ce qui est censé, de ce qui est logique avec eux-mêmes. Donc on peut penser à ce sens-là à tous les films, à toutes les séries qui ont fait une suite de trop, une saison de trop, un opus de trop dans une longue saga. Votre personnage est nécessairement associé à un contexte. Si jamais l'entièreté de ces contextes-là, de ces défis-là sont terminés, questionnez-vous. Est-ce que c'est votre personnage qui continue à vivre ou c'est vous qui vous acharnez à le maintenir sur le respirateur artificiel? En somme, la clé morale fondée sur les dilemmes et la liberté de choix peut être extrêmement intéressante à jouer, mais il faut très bien la préparer dans l'historique de son personnage ou encore l'évacuer si c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas nécessairement jouer. La clé esthétique est basée sur la notion d'harmonie. L'objectif de la clé esthétique, c'est de raconter une histoire. Non seulement pour l'histoire elle-même, mais pour aussi la cohérence générale de cette histoire-là. Donc on va chercher par exemple à décrire un univers de manière très ficelée, de manière très précise, à établir une atmosphère, à créer des liens cohérents entre les divers éléments de cette atmosphère-là. Donc que ce soit les personnages, les nations, les technologies, la religion, vous pouvez penser à n'importe quoi. Donc la clé esthétique est basée sur cette idée-là de concordance, d'harmonie, du fait qu'on a l'impression, lorsqu'on arrive dans le jeu, que tout est à sa place, autant nous-mêmes que tout ce qu'on voit autour de nous. Tout GN propose à ses participants et ses participantes une mise en situation qui met en scène l'entièreté de ces considérations-là. Face à elle, les joueurs, les joueuses vont avoir deux choix, l'accepter ou la refuser. Lorsqu'il s'agit d'un accord, d'une acceptation, c'est assez simple. On intègre l'univers de jeu, la mise en situation proposée, de la façon la plus harmonieuse possible pour en devenir une partie. Inversement, le refus est beaucoup plus subtil, disons. Autant il peut être extrêmement flagrant, autant il peut être sournois. Par exemple, supposons que je propose une mise en situation dans laquelle on a affaire à un jeu de rôle grandeur nature se déroulant en Nouvelle-France, en 1700, mettons. Quelqu'un souhaite arriver et jouer un mercenaire pirate de l'espace. On conçoit immédiatement que c'est quelque chose qui ne marche pas du tout. C'est en conflit direct avec l'esthétique proposée par le GM. À ce moment-là, il n'y aura pas de débat. Mais supposons qu'un autre souhaite jouer un samouraï de l'époque Edo au Japon. Factuellement, si le GN est historique, c'est pas tout à fait inconcevable. C'est à peu près dans les mêmes périodes. Mais on comprend déjà qu'il y a une incohérence qui se crée, qu'il y a un clash, en quelque sorte. C'est pas la meilleure place. Lorsque les scénaristes ont proposé cette esthétique de jeu-là de Nouvelle-France, ils souhaitaient avant tout mettre l'accent sur des enjeux propres à la Nouvelle-France, non faire surgir subitement un chevalier asiatique pour venir apporter le Bushido, disons. L'esthétique du jeu de rôle ne se limite donc pas uniquement à ce qui est écrit, à ce qui est dit explicitement, mais aussi à l'entièreté de ce qui est sous-entendu par cette proposition, cette mise en scène-là des scénaristes. La première question à vous poser lorsque vous souhaitez intégrer un GN, ou lorsque vous souhaitez créer un nouveau personnage à l'intérieur d'un GN que vous fréquentez déjà, c'est quelles sont les intentions esthétiques de ce GN-là? Malheureusement, il y a peu de GN qui vont vraiment offrir une réponse claire, précise à cette question-là. Vous devrez effectuer vos recherches. Vous devrez lire sur les textes de jeu, étudier le mécanisme de jeu, les règles, le système de règles. Regardez les interactions entre l'univers et le système de règles. Regardez comment la communauté s'approprie tout ça. Peut-être même aller à l'intérieur de cette communauté-là et voir comment est-ce qu'elle interagit entre elles, hors des GN. Souvent, par exemple, un jeu de rôle qui va être très compétitif va teinter les interactions entre les participants. C'est quelque chose qu'on va ressentir, qu'on va voir. Votre objectif, ça va être autant de délimiter les limites de l'univers de jeu que les limites des possibilités, que ce qui est valorisé, ce qui est prôné par le GN que vous souhaitez fréquenter. Essayez de discerner les mots-clés à l'intérieur du jeu. Essayez de voir c'est quoi vraiment qui le constitue fondamentalement. Si, malgré tout, vous êtes incapable de trouver des réponses à ces questions-là, si après des heures et des heures de recherche, des jours de recherche, vous êtes incapable de mettre le doigt sur ce qui caractérise le GN que vous souhaitez fréquenter, son esthétique à proprement parler, eh bien, je vous dirais, évitez ce GN-là. La confusion est la source d'énormément de conflits. Et on connaît tous le terme dans le milieu du GN, d'énormément de drama. Lorsque les gens font un peu n'importe quoi, un peu n'importe comment, il y a des a priori qui se créent. Certains vont jouer d'une manière, d'autres d'une autre manière, en s'estimant légitime de le faire. Et si l'organisation ne se positionne pas afin de déclarer c'est quoi véritablement sa couleur, eh bien tous ces gens-là vont s'estimer légitimes et vont finir par se confronter, entrer en conflit les uns avec les autres. Afin de vous aider un peu à discerner c'est quoi l'esthétique d'un GN, on peut se poser plusieurs questions. Est-ce que le GN est davantage historique? Est-ce qu'on cherche à recréer
un modèle du monde réel avec certains changements, ou on est davantage dans la fantasy, un univers complètement inventé. C'est quoi la place du surnaturel dans ce jeu-là? Est-ce que c'est extrêmement présent ou est-ce que c'est quelque chose d'anormal, voire même quelque chose d'absent? Les participants, est-ce que ce sont des héros? Est-ce qu'ils jouent une mythologie? Est-ce qu'ils sont eux-mêmes part du mythe? Ou ils sont des héritiers de tout ça? On est davantage dans des enjeux plus personnels, la relation face aux héros du passé, par exemple. Quelle est l'inspiration historique culturelle? Est-ce qu'on parle d'un jeu de rôle grandeur nature western, Deuxième Guerre mondiale, médiéval fantastique, Renaissance, Antiquité, futur, post-apocalyptique? Il y a des centaines de possibilités ici. Quelle est la place de la liberté créatrice de chaque individu à l'intérieur d'un univers? Est-ce que l'univers est extrêmement bien ficelé, ce qui rend difficile d'arriver avec un nouveau concept totalement novateur? Ou c'est un univers qui est basé sur l'apport de nouvelles idées de façon assez libre? Si vous en êtes capable, vous pouvez même tenter de discerner c'est quoi les sentiments que les scénaristes du GN tentent de stimuler, de susciter chez les participants et les participantes. Donc, est-ce que c'est l'horreur? Est-ce que c'est la terreur? Est-ce que c'est l'accomplissement de soi? La remise en question? La fierté même? Donc, il y a plusieurs sentiments comme ça qui sont possibles de voir apparaître en GN et s'intéresser à ceux-ci peut vous permettre vraiment de savoir à quoi vous attendre. Une fois que vous aurez déterminé quelles sont les intentions esthétiques du GN, vous pourrez commencer à penser à votre propre personnage. Donc, vous pourrez vous poser la question suivante. Comment est-ce que mon personnage va contribuer au GN que je cherche à intégrer? Ici, c'est important, cette notion-là de contribution. Vous ne faites pas un personnage qui surgit de nulle part, qui arrive d'un autre GN ou qui arrive d'un film, d'un roman ou quoi que ce soit, qui arrive comme un cheveu sur la soupe pour s'intégrer dans une histoire qu'il ne connaît pas et dans laquelle il n'y a pas de sens. Votre personnage a un rôle à jouer dans cet univers-là. Donc, comment est-ce que vous allez réussir à le faire participer à celui-ci? Évidemment, votre concept peut être inspiré d'autres idées, ou peut-être même provenir d'ailleurs, il n'y a pas de problème là. Mais il faut que vous assuriez qu'il va contribuer à la construction d'un univers ou d'une mise en situation cohérente. L'une des manières de faire ça, c'est d'étudier l'univers de jeu, ou même le système mécanique s'il y en a un, afin de discerner un élément, un aspect du jeu qui vous intéresse. Par la suite, approfondissez cet aspect-là. Tentez d'aller au-delà de ce qui est présenté, d'apporter davantage de détails, de l'étoffer. N'arrivez pas avec un concept totalement inédit, totalement sorti de nulle part, parallèle à ce qui est proposé par l'organisation, par les scénaristes. L'objectif n'est pas là. L'objectif est que, dans ce grand tout harmonieux-là, vous vous intégriez et que vous apportiez votre propre couleur, mais en toute cohérence avec les autres participants. Un GN, c'est un peu comme une maison en construction, où chaque brique qu'on ajoute, c'est un aspect du jeu. Les personnages, l'univers de jeu, les mécaniques de jeu. Lorsque vous arrivez avec un concept complètement sorti des nues, qu'est-ce que vous proposez en fait? C'est de commencer à construire un cabanon dans la cour en arrière. C'est pas nécessairement une mauvaise idée, mais si vous souhaitez réellement intégrer l'harmonie du jeu de rôle grandeur nature que vous souhaitez, auquel vous souhaitez participer, eh bien vous devez contribuer à cette conception commune-là. Mais qu'est-ce qui va arriver sinon? Vous risquez de vous obstiner constamment avec les autres participants et les autres participantes pour justifier, pour légitimer votre concept, ou encore, la plupart des décisions qui vont être prises par l'organisation vont empiéter sur votre concept et engendrer chez vous une certaine frustration. Donc, soyez cohérent dans ce que vous proposez comme personnage par rapport à ce que le GN propose comme mise en situation. De plus, vous pouvez même tenter d'assurer une cohérence à l'intérieur même de votre personnage, entre les différentes clés qu'on a mentionnées avant, ainsi que le GN que vous allez fréquenter. Donc, par exemple, vous pourrez vous demander, est-ce que la manière dont je vais entrer en interaction avec les autres, l'angle d'approche de socialisation, est en adéquation avec mes ambitions, mon moteur tactique? Si le moteur de votre personnage, c'est la soif de gloire, une espèce d'égocentrisme, eh bien, il risque d'avoir un problème si vous prévoyez travailler avec un groupe d'humbles individus plutôt discrets. Autre question, vous pouvez vous demander, est-ce que les enjeux moraux que je me propose d'explorer à l'intérieur du jeu sont en cohérence avec le GN lui-même? Si vous êtes dans un GN extrêmement manichéen, où les morts, les batailles, les affrontements sont monnaie courante et tout le monde décède un peu partout sur le bord de la route, mais c'est peut-être pas la place pour jouer le deuil, disons, ou pour jouer la difficulté de causer la mort chez autrui. Encore moins si la résurrection est une réalité dans ce GN-là. Donc tentez d'être cohérent entre vous-même, en tant que rôliste, votre personnage, le GN que vous tentez de fréquenter, et même les éléments internes à l'intérieur de chaque considération. C'est évidemment une entreprise assez complexe, assez difficile, mais c'est essentiel afin de savoir, de déterminer si on va être en harmonie avec le jeu de rôle qu'on se prépare à fréquenter.
En conclusion, le rôle des organisateurs et des organisatrices de GN, c'est de vous proposer une mise en situation. Une mise en situation dans laquelle les 4 clés qu'on vient de voir sont articulées entre elles, priorisées entre elles, afin de vous offrir un univers de jeu, un système de règles, des interactions, une couleur, si on peut dire. Par contre, votre rôle en tant que joueur, joueuse, et donc futur acteur, actrice qui incarnera des personnages, c'est de vous préparer à ça, de vous préparer à intégrer cette mise en situation-là et faire une réflexion à propos de vous-même et de ce que vous souhaitez jouer. Trop souvent, les gens vont à des GN sur un coup de tête. C'est évidemment pas nécessairement une mauvaise chose. On peut comprendre qu'une activité sociale comme le GN peut attirer des gens de manière impromptue, disons. Le classique « viens essayer mon GN », ça va être le fun. Tu vas voir, j'ai du plaisir, tu vas en avoir toi aussi. Mais fonctionner comme ça, c'est ouvrir la porte à beaucoup d'incertitudes. C'est ouvrir la porte à arriver le vendredi soir dans votre jeu de rôle grandeur nature et n'avoir absolument rien à faire. C'est vous retrouver face à des dilemmes, par exemple une guerre, et n'avoir aucune idée du camp que vous devrez prendre. C'est vous retrouver dans une situation où vous ne savez absolument pas quoi dire aux autres personnages. Vous préparer, c'est essentiel afin de vous intégrer adéquatement au jeu et démarrer plus rapidement votre incarnation du personnage. Ce qu'on a voulu faire avec cette capsule-ci, c'est pas vous donner une panoplie de concepts potentiels de personnages. Ce qu'on souhaitait, c'est vous donner des pistes, des clés qui vous permettent de créer des personnages utilisables à l'intérieur d'un GN. Un personnage qui, du moment que vous mettrez le pied à l'intérieur de l'activité, vous permettra d'en tirer du plaisir, vous permettra de trouver des défis, vous permettra d'entrer en contact avec les autres, vous permettra de vivre des dilemmes moraux et vous permettra de trouver votre place à l'intérieur de cet univers, de cette harmonie générale-là qui vous est proposée. J'espère que le tout vous a aidé et on se dit à la prochaine pour une prochaine capsule d'ADN GN. Merci à vous. Au revoir.